Ok, bienvenue à tous. Donc, on est toujours sur notre série de capsules de proba et de stats. Je vais vous parler maintenant de loi des grands nombres et de comportement de la moyenne quand la taille de l'échantillon devient relativement important. Donc, je vais basculer sur ma série de capsules. Je commence par une petite introduction qui est en fait une propriété qu'on a déjà vue. On a ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Et la loi des grands nombres, elle nous garantit quelque chose d'un peu particulier, qui est que si jamais je m'intéresse à des moyennes, supposons que j'ai des variables aléatoires ici, okay, disons que j'ai des réalisations de variables aléatoires ici, que je regarde la moyenne de ces variables aléatoires, donc xn, alors j'aurais peut-être noté xn bar, okay, qui est 1 sur n, la somme des xi, i égale 1n. Okay, si jamais je regarde ce qui se passe quand n devient grand, cette chose-là se rapproche beaucoup de la valeur moyenne. Je vous ai fait une série de capsules dans lesquelles je simulais en fait des tirages de pile ou face. Okay, donc mes xi, c'était des Bernoulli. Et ce que je montrais, c'était quand je faisais beaucoup de tirages de pile ou face, dans ces cas-là, je me concentrais de plus en plus autour de cette valeur moyenne, donc de la probabilité de tomber sur pile si jamais je m'amusais à compter des piles. Okay, donc c'est vraiment ce que nous raconte ce théorème, c'est le fait que je ne rentrerai pas forcément sur ce qui se cache derrière cette flèche parce que c'est un peu technique, mais voilà, cette moyenne tend vers cette moyenne empirique, et je reviens sur le terme, voilà, X bar, je l'appelle moyenne empirique, tend vers mu, qui est l'espérance mathématique de mes variables aléatoires sous-jacentes, à condition que ce mu existe. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des cas pour lesquels en fait la moyenne, dans le sens espérance de X, cette grandeur-là, n'existe pas. Et je vais vous montrer deux séries d'exemples. Le premier, c'est un petit exemple qui est connu depuis plusieurs siècles, puisque ça avait été évoqué par Bernoulli. C'est le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Donc, c'est un jeu un peu. C'était dans un contexte un peu financier. Alors, je vous rappelle que les probas ont été pas mal introduites dans les contextes de jeu. La valeur moyenne d'un jeu et ce genre de choses. Donc, c'est tous les travaux de Fermat, de Laplace, du Chevalier de Méret. Voilà, c'est toute cette littérature que vous avez peut-être vue au secondaire ou au collégial quand on parle de variables aléatoires. Et assez vite, ce paradoxe est arrivé. Donc, l'idée, c'était quoi? C'est de dire la valeur moyenne d'un jeu, le prix d'un ticket pour jouer à un jeu devrait être lié à l'espérance de gain qu'on devrait en faire. D'accord? Donc, c'était quelque chose qui était admis, qui est d'ailleurs encore admis par pas mal de monde, en se disant, je vais jouer à un jeu de hasard à condition que... Alors, je ne vais pas vous dire que la probabilité de gagner l'emporte sur la probabilité de perdre, mais c'est plutôt l'espérance de gain que je vais avoir, elle est strictement positive. Dans ces cas-là, j'ai intérêt à jouer. Okay, je peux perdre de l'argent, mais à long terme, je peux gagner de l'argent. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et le jeu qu'il proposait, c'était le suivant. C'était un jeu de pile ou face répété. Et on joue tant qu'on obtient les faces. Okay, donc, le principe est relativement simple. Dès que vous jouez, si jamais vous commencez à jouer, vous allez gagner 1. Okay, donc, ça va être la valeur de base. Votre premier gain, si jamais vous perdez en gros dès le premier tour, vous avez quand même gagné 1. C'est juste histoire de lancer le jeu. Et si jamais vous obtenez face, vous gagnez 1. Si jamais vous obtenez pile, vous avez le droit de rejouer. Et dès que vous avez le droit de rejouer, en fait, vous doublez vos gains. Donc, c'est ce principe on double ses gains à chaque tour. Donc, si jamais j'essaie de deviner la valeur possible de gain, avec une chance sur... pardon, ici j'ai commencé par 2, c'était juste pour simplifier un tout petit peu mes calculs, mais peu importe. Donc vous avez une chance sur 2 de sortir dès le premier tour, essentiellement parce que si votre pièce n'est pas truquée, soit vous gagnez, soit vous perdez, soit vous sortez, soit vous rejouez. Okay, et ça arrive à chaque fois avec une chance sur 2. Donc je sors avec une chance sur 2 et mon gain sera de 2. Okay, c'est juste histoire de simplifier mes calculs. Et un demi, donc encore une fois, on utilise la formule qui est que l'espérance, c'est x multiplié par la probabilité d'obtenir x. Okay, donc le premier, raisonnez avec un arbre, si vous voulez. Si jamais vous commencez par faire pile, dans ces cas-là, vous sortez et vous avez 2. Si jamais vous avez obtenu face, dans ces cas-là, vous pouvez rejouer. Dans ces cas-là, vous doublez vos gains. Donc, si jamais vous perdez, vous sortez à l'étape d'après. Donc, vous relancez une pièce une deuxième fois. Si jamais vous obtenez pile, vous avez doublé. Et donc, vous obtenez 2 fois 2. Donc, vous obtenez 4. Si jamais vous obtenez face, vous doublez encore vos gains et vous pouvez rejouer.
Si jamais vous ressortez à la fois d'après, si jamais vous sortez à la fois d'après, parce que vous avez obtenu pile, mais dans ces cas-là, vous avez doublé les gains qui avaient déjà été doublés. Et donc, au lieu d'avoir 4, je vais gagner 8. Donc, ce qu'on voit, c'est que à chaque fois, je double mes gains. Donc, mes gains, je vais juste les entourer ici. Mes gains, ils sont de 2, de 4, de 8, de 16, 32, etc. Donc, ça continue à chaque fois. Si je regarde les probabilités, c'est les probabilités dans mon petit arbre. Les probabilités dans l'arbre, j'avais une chance sur 2 d'en sortir, une chance sur 2 de rejouer. Puis une chance sur 2 d'en sortir, une chance sur 2 de rejouer. Une chance sur 2 d'en sortir, une chance sur 2 de rejouer. Donc, on voit apparaître des 1,5 à une certaine puissance. Donc, je sors au bout de 3 fois. Donc, je sors sur le 3e lancer. Si j'ai obtenu face, pile. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais une chance sur 8 d'obtenir cette valeur-là. Donc, d'obtenir face, pile. Okay. Un demi fois un demi fois un demi. Une chance sur 8. Et mon gain est de 8. Donc, ce qu'on voit apparaître à chaque fois, c'est cette chose-là qui est que mon gain à chacune des étapes, c'est 1 sur quelque chose multiplié par cette valeur-là. 1 sur 8 multiplié par 8. 1 sur 16 multiplié par 16. Et toute cette petite somme, en fait, elle valent 1. Okay, donc 1 demi fois 2, ça fait 1. 1 quart fois 4, ça fait 1. Et donc, à chaque fois, je récupère 1 pour chacun des termes qui se trouvent ici. Et ça pose un petit souci, c'est que à chaque fois, je gagne 1 et je somme ça un grand nombre de fois, puisqu'en fait, en théorie en tout cas, le nombre de fois où je vais lancer des pièces est potentiellement infini. Okay, et donc, on se retrouve avec quelque chose. Alors, conceptuellement, pour que ça marche, il faut comprendre qu'effectivement, obtenir 999 piles face avant d'obtenir un pile, c'est incroyablement rare. Okay, c'est incroyablement rare, donc la probabilité va être incroyablement faible, sauf que le gain va être incroyablement grand. Okay, c'est que tout d'un coup, si jamais j'ai une chance sur 2 puissance 100, mon gain sera de 2 puissance 100. Okay, donc j'ai un gain qui est colossal, donc on a cette croissance exponentielle de mon x jumelée avec cette décroissance exponentielle de la probabilité. Okay, et donc on arrive à quelque chose d'un peu bizarre qui est cet infini. Et ça fait beaucoup s'interroger les mathématiciens à l'époque en disant c'est dérangeant, parce que si effectivement c'est comme ça qu'on voit la valeur d'un jeu, dans ces cas-là, on devrait se dire, si jamais je mets en place ce genre de jeu, donc si jamais je vous demande quel est le prix que vous seriez prêt à payer pour acheter un ticket pour participer à mon jeu, en fait, vous devriez avoir la volonté de participer à ce jeu infini, c'est-à-dire que vous seriez prêt à parier $1 million, à m'acheter un ticket à $1 million, parce qu'en fait, l'espérance de gain que vous devriez faire, elle est théoriquement infinie. Et donc là, on arrive sur des concepts un peu compliqués qui sont très liés à ce que c'est que l'infini. Mais voilà, mathématiquement, en tout cas, on a un paradoxe ici. Donc, c'est ce qui s'appelle le paradoxe de Saint-Pétersbourg, qui nous dit que, c'est ce que j'ai mis, je voulais rappeler ici dans le titre, c'est qu'on a un jeu. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans la psychologie des maths et des probabilités, mais on a quelque chose, alors qui a été résolu largement par les économistes depuis, sur les valeurs des jeux, qui consiste à noter qu'on peut avoir des variables d'espérance infinie. Okay, et malgré tout, avoir des jeux sur lesquels on a des valeurs finies de jeu, donc, enfin des valeurs finies de prix de billets. Okay. Et mon point est noté tout simplement qu'en fait, ce jeu-là, je pourrais le répliquer avec un ordinateur. Je pourrais le faire jouer. Okay. On comprend bien qu'il n'y a aucune chance pour que j'obtienne une durée infinie. Sur toutes mes simulations, il n'y en a aucun cas où il ne s'arrêtera jamais. Okay. En théorie, je peux obtenir n'importe quelle valeur, mais on se doute bien qu'en lançant 1 million de fois ce jeu, je ne vais pas obtenir un nombre infini à un certain endroit de faces ou de piles qui auraient été obtenues. L'infini, c'est compliqué. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que ce n'est pas borné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je pourrais m'arrêter. En particulier, ça veut dire que je ne peux pas m'amuser à stocker ça dans des tableaux en disant je vais stocker ça dans des tableaux de taille finie. Par exemple, je vais m'amuser à stocker tous mes tirages sur un tableau qui contiendrait une dizaine de lignes, simplement parce que c'est possible que j'obtienne 10 fois pile, et donc il faudrait aller sur la 11e cellule pour aller stocker l'objet. Okay, donc ça pose des petits problèmes informatiques dans le sens où potentiellement on a des vecteurs de taille infinie. Infinie, en tout cas non bornés. C'est que quelle que soit la taille, je peux obtenir un tirage sur lequel je peux aller au-delà. Donc c'est plutôt le fait qu'on soit non borné. Non borné, c'est quelque chose de compliqué. Mais le point sur lequel je voulais revenir, c'est le fait que ça me pose un souci, c'est que la moyenne, elle existe tout le temps. Donc, je reviens en arrière, mais là, j'étais en train de vous dire, X bar devrait tendre vers cette espérance de X. Et ça, c'est un tout petit peu gênant parce qu'en fait, cette espérance, elle peut être infinie, cette moyenne, elle est toujours finie.
Et on peut se demander ce que ça veut dire. Alors, je vais vous montrer sur un petit exemple, parce qu'en fait, il y a d'autres lois que ce paradoxe Saint-Pétersbourg, c'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, on en avait un tout petit peu parlé, la loi de Pareto, elle a cette fonction de répartition. Donc, c'est une fonction de répartition puissance. Okay, c'est très lié à la loi de Zipf, par exemple, qu'on avait vu quand on avait compté des mots. C'est une loi qui ressemble à ça. Alors, je vous donne la loi telle qu'elle est définie plutôt en statistique et en économie, c'est-à-dire le nom de la loi, c'est celle de Pareto, qui est le nom de Wilfrid Pareto, qui avait travaillé là-dessus. Donc, lui avait travaillé sur les revenus des gens. Et ce qu'il avait montré, c'est que les revenus des gens avaient des lois qui ressemblaient à ce genre de choses. C'est-à-dire que la probabilité, disons la proportion de personnes qui ont un revenu qui dépasse petit x est de la forme x puissance moins alpha. D'accord? Donc, ça va décroître, non pas exponentiellement vite, mais en fonction de puissance. Okay, donc, on appelle ça aussi des power laws, des lois puissance. Okay, donc, c'est des lois qui sont assez classiques dans plein de domaines, qui ont toutes sortes de noms dès que vous commencez à changer de discipline. Les lois puissance sont des lois particulièrement intéressantes. Et en particulier, si vous calculez l'espérance, je vous laisse faire le calcul si vous voulez, mais on peut montrer que l'espérance de x, c'est quelque chose qui existe à partir du moment où alpha est strictement plus grand que 1. Donc, si jamais vous avez des alphas qui sont plus petits que 1, dans ces cas-là, on est en théorie sur des lois d'espérance infinie. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'intégrale de x, f de x dx, c'est une intégrale qui ne converge pas. Donc, ça tend vers l'infini quand la borne sup part à l'infini. Voilà. Donc, c'est juste une propriété d'intégrale qui n'existe pas. Mais je peux toujours calculer la moyenne. C'est-à-dire que peu importe la taille de la population, si je regarde le revenu moyen des gens sur Terre, il est fini. Essentiellement parce que j'ai un nombre fini de gens. Et on peut se demander ce qui se passe quand on augmente la taille de l'échantillon et qu'on regarde comment est-ce que ça se comporte. Donc, je me suis amusé à vous faire des petites simulations pour que vous puissiez comprendre un peu cette histoire de convergence et de théorème central limite. Donc, je me place dans un cas un peu particulier qui est le cas donc, où alpha vaut 1,7. Donc, si vous regardez ici, alpha égale 1,7, ça veut dire que la moyenne existe. L'espérance existe, pardon. Okay, 1,7, c'est plus grand que 1, donc cette moyenne existe. L'espérance de x vaut très précisément 1,7 divisé par 1,7 moins 1, c'est-à-dire 1,7 divisé par 0,7. Okay, peu importe la valeur, mais disons, je pense qu'on doit être un petit peu au-dessus de 2, voire aux alentours de 3. OK, donc on va essayer de voir un peu ce que nous dit la loi des grands nombres. Donc la loi des grands nombres nous dit la moyenne, elle devrait tendre vers cette espérance. Et ça tombe bien parce que cette espérance, elle existe. Elle vaut alpha sur 1 moins alpha. Okay, donc si jamais ici, je vous ai simulé des tirages de loi de Pareto, essentiellement on le verra quand on regardera les capsules sur la génération de nombres aléatoires, je suis capable de générer des variables qui ont cette distribution-là. Okay, donc je m'amuse ici en simuler tout simplement 200. Donc je simule 200 valeurs et je regarde l'évolution de x bar. Donc ça vous donne une courbe. Okay, donc une courbe de couleur correspond à un échantillon de 200 observations. Et puis j'en ai généré comme ça une centaine. Okay, donc ici, ce que j'ai avec 200 observations, 400, 600, 800, 1000. Okay, donc on voit une espèce de convergence vers une valeur qui serait quelque part par ici, qui normalement correspond très exactement à alpha sur alpha moins 1. Mais des fois, on s'écarte un tout petit peu. On s'écarte, mais ce n'est pas très grave. C'est ça que nous raconte la loi des grands nombres, c'est qu'on peut avoir des sauts. Donc, par exemple, ici, ce qu'on observe, et c'est vraiment lié à cette histoire de robustesse dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que je peux avoir des points qui s'écartent un petit peu. Ça s'écarte, mais cette valeur, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait quand même un saut qui est de l'ordre de, on va dire de 1, voire même peut-être de 2. Donc, ça veut dire quoi techniquement? Si je mets votre moyenne x bar, elle fait un saut de 2, ça veut dire qu'entre xn et xn plus 1, j'ai rajouté quelque chose de l'ordre de... sur 600 observations, ça veut dire que... alors, comment est-ce que je fais pour... je peux peut-être prendre 2 secondes pour essayer de vous montrer comment ça se calcule. Donc, ici, j'avais du 1 sur n, la somme des xi, puis je rajoute ma nouvelle observation. Donc, normalement, il faudrait que je rajoute... Donc, ce serait... Alors, je vais vous le faire proprement. Donc, on avait notre x bar. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que 1 sur n, je fais du 1 sur n plus 1, la somme des yi, ou plutôt des xi, pour i égale 1 à n plus 1. Donc, je vais dire que mon n plus 1, je vais le sortir. Donc, je vais récupérer la somme des yi jusqu'à n, plus yn plus 1. Donc, j'ai l'histoire du 1 sur n. Donc, comment est-ce que je vais corriger ça? Il suffit de dire que mon 1 sur n plus 1,
je vais l'écrire comme étant 1 sur n multiplié par n divisé par n plus 1. Okay, donc, je vais pouvoir récupérer comme ça mon 1 sur n et récupérer ma moyenne. Okay, c'est juste que je vais avoir un petit terme correctif ici. Mais tout ça pour vous dire que le terme qui va traîner à droite, ici, devrait être de l'ordre de 2 fois, enfin de n fois, pardon, la valeur qu'on a obtenue. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si jamais je passe de xn à xn plus 1 en faisant un saut de 2, c'est qu'en gros, on a dû rajouter une observation qui était de l'ordre de 1200, je pense, puisque c'est à peu près ce 2 multiplié par n. Okay, donc, qui est le terme qui se trouve à gauche ici. Okay, c'est un petit peu confus, mais prenez le temps de le réécrire si jamais, puis ça fera un petit exercice, si jamais ce n'était pas clair. Donc, on a une observation de 1200. Okay, on est sur des observations qui, en moyenne, valent 2 ou 2 quelque chose. Tout d'un coup, j'ai une observation à 1200. Donc, on voit qu'on part très, 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 très loin. En fait, formellement, la variance est infinie sur cette variable-là. D'accord ? Donc, on peut avoir des valeurs très, très, très importantes, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que cette valeur aberrante, cette valeur très, très grande, elle va se diluer dans le reste de la population au fur et à mesure. Okay, donc, j'ai une valeur importante, mais quand j'ai plus 600 observations, mais j'en ai 1000, tout d'un coup, le poids de cette observation va diminuer puisque j'ai des poids en 1 sur n. Donc, quand n augmente, le poids de chacune des observations devient de plus en plus petit. Okay, donc, je converge effectivement vers cette valeur-là. Qu'est-ce qui se passe si jamais je pars d'une variable aléatoire, cette fois-ci qui serait d'espérance infinie? Donc, cette fois-ci, j'ai pris alpha qui vaut 0,9. Dans ces cas-là, en théorie, l'espérance n'existe pas. Mais je peux toujours récupérer des moyennes. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on observe ici. Alors, ce qu'on voit, c'est que on a des trajectoires qui partent beaucoup plus haut. Alors, peut-être qu'on le verra mieux si jamais je génère encore plus d'observations. Mais ce qu'on voit, c'est que cette fois-ci, je ne converge plus. Je ne converge plus. Alors, on a quand même l'impression que les valeurs importantes, elles se retrouvent, elles disparaissent. Alors, mon graphe ne va pas assez loin, mais je saute ici. Wow, peut-être que je devrais le faire sur un truc plus petit. Okay, je saute. J'ai un saut là. Tout d'un coup, je l'absorbe. Donc, dès que j'ai un saut, il se retrouve un tout petit peu absorbé, mais c'est juste que des sauts, je vais en avoir beaucoup et incroyablement grands. Okay, donc, il y a pas mal de valeurs. Donc, ici, par exemple, j'étais sur une valeur verte. J'ai une valeur aberrante, puis j'ai un saut, puis je retombe. Okay, donc, au fur et à mesure, on voit des convergences, mais donc, on finit toujours par retendre vers quelque chose, mais potentiellement, on va toujours s'en écarter. Donc, c'est ça que ça nous raconte, cette non-convergence. Ça veut tout simplement dire, même si on a l'impression en moyenne qu'on tend vers quelque chose, en fait, en théorie, on ne tend vers rien, simplement parce qu'on va toujours s'en écarter. D'accord ? Donc, il y a toujours un moment où vous allez vous allez vous écarter de cette valeur-là. Et donc, il y a des cas pour lesquels X bar ne converge pas vers mu, tout simplement parce que mu n'existe pas. Okay ? Ça peut paraître un tout petit peu subtil, mais il s'avère qu'il y a des cas pour lesquels, effectivement, en particulier pour ceux qui travaillent, par exemple, sur des catastrophes naturelles, pour ceux qui travaillent sur des lois un petit peu étranges, en fait, la moyenne va avoir des comportements assez erratiques. Okay, donc, c'était surtout ce que je voulais vous montrer dans cette capsule, dans cette slide. C'était ce genre de comportement. Donc, si jamais, effectivement, vous avez des choses qui ressemblent à ça, des sauts permanents qui font qu'on a l'impression qu'on ne converge pas, faites attention, peut-être qu'on est sur des variables d'espérance infinie sous-jacentes. Okay, donc, c'est important de vérifier que les variables sont bien d'espérance finie quand on travaille dessus. OK ? On va faire une petite pause et on continue juste après avec un objet important qui vont être les quantiles. Donc, en particulier, je vais pouvoir définir la médiane, mais les quantiles nous permettront d'aller plus loin pour ensuite travailler sur des écarts entre quantiles qui seront une mesure de dispersion. À tout de suite.